Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Raymond Hugonet. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Essonne, vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous êtes également vice-président de la délégation sénatoriale à la prospective et membre apparenté du groupe Les Républicains. Oui, c'est une carte de visite avec plusieurs lignes. Voilà, il y en a encore qui est derrière. très grande. Et vous êtes également membre du conseil d'administration de Radio France. Et ce matin, nous avions envie de vous recevoir puisqu'avec Roger Carucci, vous avez remis un rapport qui était initialement consacré au financement de l'audiovisuel public et qui a fait un certain nombre de propositions suite aux déclarations du président de la République qui a annoncé qu'il voulait supprimer la redevance audiovisuelle. Donc vous vous êtes dit il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Alors initialement, bonjour à toutes et à tous. Initialement, c'était exactement ça. Le fait générateur, c'est la déclaration en campagne du candidat Emmanuel Macron de la suppression pure et simple de la contribution à l'audiovisuel public. Et on rattache ça aujourd'hui aux éléments du pouvoir d'achat. Donc les deux commissions, parce que c'est une mission conjointe de la commission des finances et de la commission culture, avec Roger Carucci, nous avons donc étudié, auditionné pour voir quelles étaient les alternatives à cette décision et comment pouvait se réaliser le financement derrière. Il faut compenser 3,14 milliards. C'est ce que rapporte la redevance. L'audiovisuel au total c'est 3,7 millions, mais comme il y a une partie qui est, on va dire, déjà financée, voilà, c'est donc il y a 3 millions à trouver. 3 milliards à trouver. Oui. Cette suppression de la redevance va faire un trou énorme dans le financement de cet audiovisuel public. Voilà, mais comme c'est le président de la République, et j'espère en tout cas qu'il connaît bien, j'en suis sûr, qu'il connaît bien les comptes du pays qu'il dirige, il sait bien dans ces périodes de quoi qu'il en coûte, est-ce qu'il a été emporté dans son élan ou ça je ne sais pas, il faudrait lui poser la question, mais en tout cas il a lâché. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la contribution à l'audiovisuel public a vécu. Nous défendions depuis 2015 au Sénat de façon constante, suite à un rapport de mon prédécesseur Jean-Pierre Leleu et André Catholin, le fait d'avoir une taxe universelle à l'allemande, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement les propriétaires de télévision qui payent cette taxe, mais que ça soit l'intégralité. Visiblement, nous avons défendu ça avec force. Ça n'a jamais été mis en application, malheureusement. Parce que combien de pourcents de Français payent la redevance ? Alors, c'est vous le dire comme ça de tête, voilà, j'aurais un trou dans la raquette, mais ce que je sais, c'est que c'est l'impôt, et on l'a découvert, le plus payé. Le plus difficile à recouvrer. C'est-à-dire que dans une première approche, le taux de recouvrement n'est pas vraiment... Enfin, alors, il doit être aux alentours de entre 75 et 80%, ce qui peut paraître très important, mais qui est en fait par rapport aux autres impôts... assez faible. Donc c'est un impôt impopulaire, les gens ne le comprennent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'audiovisuel public, mais ils ne veulent pas payer 138 €. Voilà. Et ils trouvent que c'est passéiste. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la télévision reste la télévision, mais on ne consomme pas les médias que sur son téléviseur. Absolument, pas de la même manière. Voilà. Et vous y êtes favorable ou pas à l'abandon de ce financement de cette manière? Alors, ça, c'est une question pernicieuse. Oui. Parce que, initialement, comme je vous l'ai dit, on était favorable à une taxe universelle. On n'était pas pour la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Mais ceci dit, nous, une fois que le fait générateur est placé devant les électeurs, que les électeurs ont élu Emmanuel Macron et que par les temps qui courent, aller créer une taxe, et vous le savez, excessivement populaire. Voilà, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle a vécu. Mais quand on supprime d'un côté, il faut faire rentrer l'argent de l'autre, et dans tous les cas, c'est les Français qui vont payer. Alors donc ça, c'est sûr. C'est un peu un nuage de fumée. C'est une démagogie totale. C'est une démagogie totale, puisque on dit à l'électeur avant le vote, je vous supprime 138 € de redevance, mais on ne dit pas comment on va le financer. Ce qui fait qu'on plonge... Ah si, il dit que l'État va combler. Et comme l'État, c'est nous, il dit je vais combler les 3 milliards. Il le dit même pas. Il le dit même pas. C'est-à-dire qu'on le déduit. Oui, on le déduit. Mais il l'a pas dit.
Maintenant, ce qui est certain, c'est que ça plonge illico l'ensemble des structures de l'audiovisuel public, et c'est pas rien, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'INA, Arte, ça les plonge dans une incertitude. Mettez-vous à la place des dirigeants et des personnels de ces entreprises qui, on leur demande de prévoir des choses et ils ne savent pas, ils sont dans le brouillard sans savoir de quoi sera fait leur lendemain. Est-ce que le service public a encore un sens aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que d'avoir un service public de l'audiovisuel, ça a un sens? C'est indispensable. Le Covid et les événements mondiaux ont prouvé qu'aujourd'hui, en tout cas c'est mon avis, et clairement la Commission, je pense pouvoir parler pour la Commission Culture, au nom de la Commission Culture du Sénat, c'est indispensable. Pourquoi? On a besoin, tout simplement parce que c'est une information qui est ou qui doit l'être vérifiée. En tout cas, il y a c'est la voix de la France. Oui, mais est-ce que l'information de TF1 est moins bonne que celle de France 2? Alors là, je ne vais pas me lancer dans un jugement de valeur. C'est la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas privatiser. Vous savez qu'on a été très critique, en tout cas mon groupe a été très critique sur l'orientation donnée des fois à Radio France ou France Télévisions, mais je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais je dis que le fait d'avoir un audiovisuel public français sur lequel les informations françaises peuvent passer, me semble, en tout cas personnellement, indispensable. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça se fait et les moyens pour le faire, ça c'est une autre histoire. Et c'est là-dessus que nous proposons, comme vous l'avez rappelé, nous faisons, parce que ça n'allait pas être uniquement un rapport financier, mais des propositions. Parce que nous avons toujours été en avant au Sénat sur les propositions à faire sur l'évolution de l'audiovisuel public. Est-ce que les propositions que vous faites sont réalisables? Quand vous proposez de regrouper des médias dans un unique pôle, de rassembler les rédactions de tout le service public, je ne sais pas si vous avez mis les pieds dans les rédactions du service public. Je les fréquente. Voilà. Je les fréquente. Alors, ça va être compliqué. Donc expliquez-nous un petit peu cette idée de rassembler tous ces médias et en particulier les rédactions. Alors, la première on des vous choses... met en noir et blanc, comme ça, ça rappelle l'ORTF. C'est le reproche qu'on a dû vous faire d'ailleurs, c'était l'ORTF. Alors, je parle de ce reproche-là avant de répondre à votre question. Ce reproche-là, excusez-moi, il est grotesque, ou alors les gens ne l'ont pas connu, l'ORTF. Le problème de l'ORTF, c'était quoi? Un ministre de l'Information qui était... D'accord, ça c'était une époque, mais le problème, c'était surtout la SFP. C'était la SFP, la production en interne. Voilà, donc il ne s'agit absolument pas de créer l'ORTF, mais il s'agit aussi de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger et de vivre avec son monde. Et notamment comprendre que le numérique, il n'est pas arrivé, il est déjà passé, et que si on ne prend pas le train en marche, là on risque de le payer très cher. Donc je viens d'un métier de création, je suis musicien. Voilà. Et donc à partir du moment où vous créez quelque chose, si vous vous mettez déjà... vous voyez ce que je veux dire, un carcan en disant on ne peut pas changer ça, eh bien moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire évoluer ça. Il ne s'agit pas de le bouger avec un par-coup en changeant un cap, mais il faut expliquer ce qu'on fait. Le problème dans l'audiovisuel public français, c'est qu'à chaque tentative de réforme qu'il y a eu, on n'a jamais expliqué pourquoi on le faisait, quel était le bien fondé et ce qu'on allait chercher pour mettre les personnels dans le même sens. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de personnel à France Télévisions et à Radio France? Alors, pour produire ce qu'ils font aujourd'hui, très honnêtement, moi étant administrateur de Radio France, je peux en parler avec plus de pertinence que sur France Télévisions. Sur Radio France, je crois qu'on est arrivé, en produisant ce qu'ils font aujourd'hui, on est arrivé au bout. Ça, c'est clair. Maintenant, sur France Télévisions, il y a peut-être des choses à faire. Quand on parle de France Télévisions, il faut savoir que c'est France 3 qui occupe quand même la moitié. Donc, il y a sûrement des choses à réformer dedans. Mais on est arrivé là parce qu'il y a eu des baisses de personnel. La trajectoire financière 2018-2022 fixée par le gouvernement du précédent quinquennat, c'était ça. C'était une baisse drastique quand même des personnels. Ça a été respecté et ça a été organisé par Radio France, beaucoup plus par Radio France et aussi par France Télévisions, parce que ça se fait pas tout seul. Et globalement, même s'il y a eu des difficultés dans le personnel, c'est une réforme. Ça y est, la trajectoire, elle a été respectée. À la fois par l'État et à la fois par les structures. En quoi de cette fusion ferait des économies? Les économies, elles passent que par le licenciement, en fait. Alors,
Ça dépend. Le plan de départ volontaire qui a été mis en place par Sybille Veil, notamment sur Radio France, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait progressivement et qui se fera progressivement. Il ne s'agit pas de dire un matin en se levant, ça y est, c'est comme ça, au revoir messieurs, dames. Ça doit se faire dans le temps. Mais il faut imprimer une direction. Et forcément, les effets de doublons, de mutualisation... Je sais que vous êtes des hommes et des femmes de médias, vous savez bien que uniquement sur le thème de la mutualisation, il y a forcément des économies d'échelle à faire, forcément. Et puis ensuite, c'est l'orientation des économies qui ne sont pas faites uniquement pour faire les pères fouettards et faire de l'économie à tout prix, mais au moins que ces économies puissent servir à réorienter l'audiovisuel public sur le numérique. Aujourd'hui, les deux expériences numériques qui sont vraiment importantes, c'est Radio France, la plateforme qui est un succès, et Arte qui est reconnue par tout le monde. Oui, c'est pas moi, c'est tout le monde. A même une chaîne, Arte TV en numérique, dont on parle ici souvent. Bruno Patino a les idées claires. Mais mettez-vous à sa place, structure qui est à la fois française et allemande, donc européenne. Les Allemands se sont engagés sur un avenir financier. La France ne répond pas. Allô, la France, elle ne répond pas. Qu'est-ce que votre rapport va devenir? Est-ce que c'est un rapport qui va servir à caler une table? Est-ce que vous allez être entendu? À qui vous le présentez? Et comment ça va évoluer? Et je rajoute la cerise sur le cake de Valérie. Est-ce que finalement la suppression de la redevance avec le Parlement tel qu'on l'a connu avec l'élection législative a une chance de passer? C'est une deuxième question. Donc déjà le rapport, qu'est-ce qu'il devient? À qui vous l'avez présenté? Et qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, le rapport est devenu public, chacun s'en empare, je vous l'ai dit, il y a un rapport qui a fait vraiment qui a date. Fait beaucoup celui rapport de choc, il a été qualifié de rapport choc. Voilà. Ça, c'est une chose. Le précédent de 2015, un des précédents de 2015, qui a été fondateur, puisqu'il a irrigué la réforme Riester qui a avorté, puisque là aussi, on nous avait dit, alors que Franck Riester avait pris le sujet, et c'est le seul ministre, on a quand même épuisé 3 ministres dans un quinquennat, c'est le seul qui a vraiment pris ça, et vous regardez le rapport du Sénat de 2015 et le projet Riester, il y a énormément de choses dedans. Donc, qu'est-ce que ça peut... J'ai la faiblesse, peut-être parce que je suis sénateur, mais je peux vous garantir que sur bien des thèmes, quand on va chercher les rapports du Sénat, ils ne sont pas faits avec des fins de base politique. Ils sont faits d'abord parce qu'on est plusieurs. De façon très concrète, absolument. Très concrète et très professionnelle et très fouillée. Donc, celui-ci, il est livré au débat et on a été les initiateurs de ce débat, puisque sinon jamais il n'aurait existé, je vous le dis, puisqu'en 5 ans il n'a pas existé. Donc la difficulté maintenant, c'est qu'en 5 ans, le président de la République n'a rien fait, puisqu'on sait que c'est le président de la République qui dirige la culture. Tout le monde le sait. En 5 ans, avec une majorité large, il y a eu 3 ministres, on n'a rien vu de ce côté-là. Donc la peur là, c'est que les 5 ans qui viennent sans une majorité, qu'est-ce qu'il va faire? Et les premières déclarations de Madame la Ministre, qu'on va auditionner la semaine prochaine au Sénat, dans le cadre forcément de l'audition, si elle est toujours ministre. Enfin, on prend vraiment des pincettes pour dire tout ça, mais c'est une femme qui, de culture, qui a été conseillère auprès d'Emmanuel Macron, mais j'attends de voir. Elle dit, par exemple, que la proposition que l'on ferait serait peut-être jugée trop brutale et qu'on pourrait faire quelque chose de plus souple avec des coordinations par le bas. Et ces coordinations par le bas, elles existent déjà. Ça ne fonctionne que moyennement. Je veux être aussi voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle n'a pas fermé la porte complètement. Elle n'a pas fermé la porte, mais ça sent quand même l'enterrement de première classe. Et j'attends de voir ce qu'elle va pouvoir faire, surtout avec un poids politique qui s'est rétréci comme peau de chagrin. Et avec une opposition qui va vraisemblablement être opposée à la suppression de la redevance. Alors là, quelles oppositions, vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir y aller au trébuchet. Au moment de la présidentielle, le Rassemblement national voulait justement la suppression et supprimer le service public. Et à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon voulait augmenter la TVA et renforcer le service public. Ce qui est certain, c'est qu'on va être dans la loi de finances rectificative. On va interroger sur la façon, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est une belle formule, un élément de langage, mais pour le contribuable et la réalité derrière, là c'est Vous êtes pour la suppression, puisque finalement France 4 n'a pas été supprimée, il y a plein d'autres chaînes, est-ce que vous êtes pour la suppression des chaînes? Et par rapport à Radio France, est-ce qu'il n'y a pas trop de radios? Alors,
Trop de radio. Là, c'est une question, pernicieuse et difficile. J'étais élevé à Valérie Expert. Non. Alors, dire qu'il y a trop de radio, ça veut déjà dire, puisque je sors d'une commission d'enquête dans laquelle j'étais très actif sur la concentration des médias, c'est tout le contraire dans la radio. Puisque Radio France est en position dominante. Elle a plus de 50% des antennes, et quand une antenne se libère, c'est elle qui a un droit de préemption. Rappelons-le quand même. Hein. Oui, mais le Move et France Bleu, c'est pas les plus grands succès. Aller dire à Sybille Veil que le Move n'est pas un succès, je crois qu'il y a quelque chose. Moi, encore une fois, je veux pas faire un championnat de la radio ou autre, on n'est pas là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen, en tout cas, ce dont vous parlez, c'est le périmètre. Oui. Voilà. Et il y a moyen d'avoir un audiovisuel public plus fort avec un périmètre certainement plus restreint. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Jean-Raymond Hugonet, donc sénateur de l'Essonne et rapporteur, auteur d'un rapport avec Roger Carucci sur donc le financement de l'audiovisuel public. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.